Denise Eboté, bonjour. Alors, Bonjour. on vient de le voir, le Cameroun est le premier à obtenir l'indépendance le 1er janvier 1960. 16 autres pays vont suivre. Mais pourquoi l'histoire de l'indépendance du Cameroun reste-t-elle aussi opaque encore aujourd'hui? Je crois que ça a été très bien dit dans le reportage. Ça tient à la personnalité du leader de l'Union des populations du Cameroun, Ruben Oumniobé, qui, à cause de la répression française, qui d'abord, il faut dire au départ que il a repris les revendications des chefs traditionnels d'une province du Cameroun, qui dès déjà les années 1930 réclamaient plus d'autonomie et une société égalitaire. Donc c'est ces revendications qui sont reprises par l'UPC, qui est un mouvement nationaliste, donc qui rassemble derrière Oumniobé une grande majorité des Camerounais, face à la puissance coloniale, qui en interdisant les manifestations, enfin les actions de ce parti, le pousse au maquis. Et la répression est assez violente. Il faut quand même se rappeler que le modèle de répression, c'est l'Algérie, comme le disait le monsieur dans ce reportage, mais c'est également l'Indochine. Donc on a parlé même d'utilisation de napalm pour pousser à bout et pour éteindre ce mouvement nationaliste. Et je crois que c'est la personnalité d'Oumniobé qui fait qu'aujourd'hui, cette histoire est un peu taboue pour les Camerounais, pour beaucoup de Camerounais qui ne savent pas comment ça s'est passé et qui oublient peut-être, et dont on ne sait pas, on a du mal à réaliser que l'histoire du Cameroun a été la lutte. Enfin, la route vers l'indépendance du Cameroun a été une lutte tragique et une route sur laquelle plusieurs Camerounais ont laissé leur vie. Alors en fait, l'idée à l'époque, c'était de gommer les ethnies au profit des nations. Alors est-ce que ce modèle-là a marché? Est-ce que ça a pu être mis en place finalement? Oui, puisque au lendemain des indépendances, les premiers présidents, que ce soit au Cameroun ou ailleurs, dans les 16 autres États, mettent en place un parti unique. Donc c'est toute la population derrière le leader, c'est-à-dire le président élu. Que remarque-t-on 50 ans plus tard? C'est que certes, le parti unique a été remplacé par le multipartisme, mais ça n'a pas été une volonté délibérée des États, puisque ça a été imposé par le discours de la Bolle en 1990. Mais ce qu'on constate également, c'est que le multipartisme n'a pas enraciné la démocratie. Alors, est-ce qu'on peut parler de recul sur le plan politique finalement? Pour moi, c'est un recul, parce que le multipartisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une succession de petits partis, mais des partis qui ont toujours une dimension plutôt ethnique. Et c'est ça le drame aujourd'hui. Alors sur ces 17 pays, est-ce qu'il y a des modèles que l'on peut retenir? Dans quel pays est-ce que ça a pu marcher? Alors, sur le plan politique, je dirais, parce que sur le plan économique, je pense que dans les 16 pays concernés, les 17 pays concernés par le cinquantenaire des indépendances, sur le plan économique, la puissance coloniale est partie pour mieux revenir. 90% du tissu économique dans ces pays-là est contrôlé par les entreprises étrangères. Alors sur le plan politique, les États où la gouvernance a pu s'instaurer, où il y a eu une alternance, on peut en citer 3, malheureusement. 3 sur 17, ça ne fait pas beaucoup, vous en conviendrez. Il y a le Sénégal, où déjà le multipartisme existait avant le discours de la Bolle. Il y a le Bénin, où il y a eu une alternance, il y a même plusieurs alternances, puisque la dernière date de 2004. Et puis il y a aussi le Mali, qui... Les 15 premières années, la première décennie qui a suivi l'indépendance a été un régime militaire. Aujourd'hui, c'est un régime démocratique. Alors, on parlait d'une régression sur le plan politique, voire économique, mais qu'en est-il sur le plan de la santé et de l'enseignement dans ces pays qui ont conquis l'indépendance? Je crois qu'il y a eu des avancées, mais les avancées, elles ne sont pas du fait d'une volonté délibérée des États, mais je crois c'est la pression démographique qui a poussé les États à construire plus d'écoles, plus d'hôpitaux. Mais ce qu'on constate, c'est que la qualité n'est pas au rendez-vous. Les missionnaires avaient l'enseignement missionnaire a été une référence dans tous les États en Afrique, pas seulement en Afrique, sur tous les continents, je pense. Le plan de la santé également, puisque les missionnaires contrôlaient ces deux secteurs-là essentiellement. Merci beaucoup, Denise, pour cet éclairage sur les indépendances en Afrique. Merci.